Alors bonsoir à toutes et à tous. Ça va? Euh, c'est une Mishnah en fait en Pirkei Avot. Vous savez qu'on a l'habitude de lire les Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. Il y a beaucoup d'enseignements. Donc on va juste prendre un tout petit passage et on va essayer de réfléchir un peu dessus. Et au pire, on s'améliore. Donc c'est marqué, là-bas, Rabbi Yochanan, il parle à ses élèves. Il leur dit un langage bizarre. Seur ou ezoi derech yeshara sheidavek ba'adam. Il leur a dit, sortez et voyez quel est le chemin droit dans lequel doit coller un homme. Déjà, ce langage de Tseur ou, il est bizarre. Parce qu'il ne va pas leur demander d'aller visiter le monde, d'aller en Inde, et d'aller en Afrique, et d'aller en Allemagne pour essayer de découvrir. Tseur, sortez et voyez. Il aurait pu leur dire directement quel est le bon chemin qu'un homme doit suivre. C'est quoi Tseur? Sortir, ça veut dire que quand si quelqu'un il veut comprendre un sujet, il est obligé de sortir de ses limites. Comme quelqu'un il veut se connaître, il est obligé de sortir de lui-même. Il est obligé de sortir de son regard. Souvent les conflits qu'on a avec l'autre, c'est parce qu'on n'arrive pas à se regarder soi-même avec le regard de l'autre. C'est-à-dire si tu sors pas de ton moi, tu peux pas réussir à comprendre pourquoi l'autre ne te comprend pas, par exemple. Ouais. Ou quand il y a deux points de vue dans un conflit, il faut que tu réussisses à avoir le point de vue de l'autre. C'est-à-dire, c'est ça la recherche, quand les gens ils parlent de vérité ou d'objectivité, c'est qu'il faut réussir à... La seule manière, à l'époque j'avais compris comme ça, moi quand j'avais 14 ans, c'est que la seule manière de savoir si tu es objectif dans ta réflexion, si tu es capable d'argumenter dans le sens de l'autre. Si tu peux argumenter dans son sens, c'est difficile puisque tu as un intérêt à le faire. Ouais, il y a l'orgueil. Mais d'argumenter dans le sens de l'autre, ça veut dire que tu peux aller dans son raisonnement et développer le raisonnement et aller dans son sens. Et quand tu arrives à superposer ton raisonnement et son raisonnement, peut-être tu vas trouver quel est le vrai. Mais si toi, tu ne peux argumenter que dans ton raisonnement à toi, donc en vérité, tu ne connais pas le raisonnement de l'autre. C'est pour ça que c'est très intéressant. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas d'accord avec toi »,« je ne suis pas d'accord », oui, souvent les gens qui ne sont pas d'accord ne savent même pas ce que l'autre dit. Or, pour pouvoir être pas d'accord, il faut pouvoir être d'accord. Maintenant, pour pouvoir être d'accord, il faut savoir ce que l'autre dit. Maintenant, quand je ne sais pas ce que l'autre dit, je ne sais pas que je ne suis pas d'accord, c'est que je ne sais pas ce que l'autre dit. Maintenant, si moi je sais exactement le raisonnement de l'autre, et je connais les tenants, les aboutissants, je connais la démonstration, et je dis je connais ta démonstration, et je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que ne peut être pas d'accord que quelqu'un qui peut être d'accord. Ça va toujours? Eh bien, si tu peux être d'accord, t'as qu'à être d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Je sais. Vous allez dire que c'est un peu débile. Mais pas tellement, parce que dans la vie, il faut savoir si c'est la vérité qui compte ou si c'est d'être en paix. Parce que quelqu'un, il va s'obstiner à avoir raison. Et ben, au Hachem, il a divorcé, mais avec raison. Ouais. C'est là, il avait une belle amitié, puis après, ça s'est un peu mélangé avec des autres arguments, de l'argent ou quoi, et bien sûr, ils sont plus copains. Mais il avait raison. Donc, la question de savoir jusqu'où la raison, est-ce qu'elle peut être raisonnable? Jusqu'où la raison, elle peut m'aider à m'en sortir? Jusqu'où la raison, elle peut m'accompagner ou non? Des fois, ça sert à rien d'avoir raison. Parce que si avoir raison, ça veut dire s'enfermer, ça veut dire souffrir, ça veut dire ne plus comprendre ce qui se passe, alors que ça sert d'avoir raison, dans l'absolu. Donc il a dit ezoi derech yeshara, quel est le chemin droit. Maintenant, dans le langage des sages, on ne parle pas de droit ou de tordu. Yachar, c'est ce qui va selon l'esprit, et tam, c'est ce qui va selon l'intuition. Maintenant, il y a des gens qui sont intuitifs et des gens qui sont analytiques. Chacun, il peut avoir une approche différente. Vous voyez, quelqu'un, il peut avoir un ressenti des choses. Eh bien, je n'aime pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne vais pas le faire. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ou non, je sais pourquoi. Donc maintenant, il faut décider juste si tu vas avoir une approche analytique ou une approche intuitive. Le problème, c'est que dans les deux cas, il faut que tu saches si c'est toi qui fais un choix ou si alors c'était des pulsions qui font le choix pour toi. Parce que le plus grave dans la vie, c'est pas d'avoir une vie qui est moche. Le plus grave, c'est de ne pas vivre sa vie. Maintenant, ne pas vivre sa vie, c'est pas comme on croit que quelqu'un il n'a pas atteint le projet qu'il voulait atteindre. Non, ne pas vivre sa vie, ça veut dire ne pas être soi-même dans les choix qu'on fait. Et si quelqu'un il va dire ça veut rien dire de ne pas être soi-même parce que c'est moi qui l'a fait, alors après, pourquoi tu regrettes de l'avoir fait? Et pourquoi tu dis au fond, c'est pas ça que je voulais? Ou alors tu dis maintenant que je me connais vraiment, je sais au fond qu'est-ce qui était vraiment le... Ouais. Ou alors que tu as des langages comme ça bizarres.
c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, j'étais hors de moi, j'avais pas ma tête, j'avais pas les nerfs. Tous les mots pour expliquer qu'en fin de compte, tu n'étais pas là. Alors maintenant, il y a une vraie question, c'est que si toi, tu n'étais pas là, c'est qui était là? Il y a des phénomènes. Moi, je n'ai pas fait d'études de psychologie, mais mes connaissances de zoologie m'ont beaucoup aidé. D'accord? Pourquoi vous rigolez? Il y a beaucoup d'animaux à deux pattes. Ouais. C'est que quand la personne, elle va dire, par exemple, tu m'as mis hors de moi. Oui, c'est très intéressant comme langage. C'est que quand tu es hors de toi, tu es où? Tu dis non, mais c'est une façon de parler. C'est pas une façon de parler. Parce que dans la Torah, hein, ce principe-là, il existe au niveau de la colère. C'est que la personne, elle perd le contrôle d'elle-même. Maintenant, comme il n'y a pas de vide dans la nature, vous savez, vous avez appris ça à l'école, la nature n'aime pas le vide. Donc quand c'est pas toi qui es à l'intérieur, c'est quelque chose d'autre. Il n'y a pas de vide. Ouais. Quand il n'y a pas la bonne volonté, il y a la mauvaise volonté. Il n'y a pas de vide. Quand il n'y a pas une volonté de s'améliorer, il y a une volonté de s'enfoncer. C'est que si tu vas pas combattre, par exemple, ta dépression, eh ben tu vas être complice de ta souffrance. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il faut accepter que le monde n'est pas parfait. C'est ou Khalavi ou Bassari. Mais il faut être clair. Maintenant, on n'a pas trouvé encore des camemberts Bassari et des saucisses Khalavi. Non, je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui veulent des religieux non religieux ou des non religieux religieux. Il me dit, moi je veux bien me marier, mais le gars il est trop religieux. Je dis, alors qu'est-ce que tu veux? Un non religieux? Ah non, Chazvé Shalom. Après, il dit, bon, je veux bien qu'elle soit sérieuse et tout, mais je veux pas non plus qu'elle soit fermée. Je dis, c'est bizarre. C'est en fait, tu veux les avantages de la religion, mais tu veux pas les désavantages. Mais la Volvo, elle est solide, mais elle est moins belle. L'autre voiture, elle est très très belle, mais elle est moins solide. Donc en fin de compte, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc la difficulté des choix, c'est quoi? C'est de choisir les avantages ou alors d'assumer les inconvénients. Comme quelqu'un, il veut aller dans cette fac-là, mais elle est très 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 dure. Mais les gars, dès qu'ils sortent, ils sont recherchés par les grosses sociétés. Ou celle-là, elle est très facile à rentrer, mais elle est juste en bas de la maison. Mais seulement, les grandes sociétés, elles connaissent même pas le nom. Ça veut dire que dans toute la vie, il y aura des choix, et il y a ce qu'on appelle en français l'embarras du choix. Maintenant, l'embarras du choix, dans le côté concret, c'est que quand quelqu'un doit choisir, il a une difficulté. Mais qu'est-ce que c'est la difficulté du choix? En vérité, c'est parce que le choix t'oblige à grandir. Et quand les gens ne veulent pas choisir, en vérité, c'est qu'ils ne veulent pas grandir. Maintenant, quand tu acceptes de grandir, le choix, il est facile. C'est comme quand on monte les escaliers. Quand on monte les escaliers, on a mal au mollet. Mais le fait d'avoir mal au mollet, ça veut dire que ça muscle le mollet pour pouvoir monter encore plus d'escaliers. Tu peux faire une prépa très très dure. Ouais, une bonne prépa, ça correspond à peu près à 5 ans de droit au niveau travail. Ouais, peut-être 2 ans de médecine. Alors tu dis, ouais, mais si j'ai raté l'entrée HEC, alors à quoi servait la prépa? Mais ce que tu as développé comme qualité au niveau du travail, de la concentration, de la capacité à finaliser, à synthétiser, à gérer tes priorités en 2 ans, c'est ce que l'autre il a fait en 5 ans, peut-être qu'il finira même après son mariage. Donc ces 2 années-là, en fin de compte, qui étaient des années entre guillemets de difficulté, c'est elles qui ont fait que tu es devenu ce que tu es devenu. Voilà, à chaque fois qu'on doit faire un choix, on doit réfléchir. Est-ce qu'on va faire un choix qui nous intéresse ou on va faire un choix qui nous fait grandir? Et si vous allez dire, bah, on veut kiffer notre race. Oui, moi je comprends l'idée, mais quand j'avais 16-17 ans, comme ça, j'étais très angoissé parce que je savais qu'à 20 ans, j'allais devoir faire des grands choix. Donc on ne peut pas attendre 19 ans et demi pour se demander quel genre de femme on épouse, quel métier on va faire, quel niveau intellectuel on va avoir, parce que les dés sont déjà jetés. Donc en vérité, l'idée c'est quoi? C'est justement comment tu as anticipé ça. Pour ça qu'ici, une des propositions qui est donnée par Rabbi Shimon, c'est, qu'est-ce que c'est derrière Yeshara? C'est quoi un chemin droit? Il dit, Aroé Tanolad, celui qui voit l'avenir. Même ce langage-là, il est bizarre. Parce qu'on ne peut pas voir l'avenir. On peut anticiper l'avenir, on peut imaginer l'avenir, on peut espérer l'avenir. On ne peut pas voir l'avenir. Ezeo Roé Tanolad.
Celui qui voit l'avenir. Alors là, il y a une petite démonstration, très facile. Il y en a sûrement parmi vous qui l'ont déjà entendu parce que je me répète souvent et il y a pas mal de gens qui écoutent. C'est qu'en fait, si vous réfléchissez bien, il y a le passé, le présent et le futur. Maintenant, le passé, il s'appelle le passé parce qu'il est passé. Mais en fait, le passé, c'est du présent. Seulement, il est passé. Le futur, c'est aussi du présent. Seulement, il n'est pas encore arrivé. C'est ce qu'on appelle un présent à venir. C'est ça l'avenir. C'est un présent à venir. Donc, le présent passé, on l'appelle le passé. Le présent à venir, on l'appelle l'avenir. Donc, en fait, le passé, c'est du présent. Et le futur, c'est du présent. Et le présent, c'est du présent. Donc, en fait, il n'y a que du présent. Maintenant, pourquoi le passé, pourquoi le présent y passe? C'est pour nous permettre d'avoir du recul. Parce que, là, en général, la meilleure manière de comprendre son présent, c'est de regarder son passé, puisque mon présent est le fruit de mon passé. Par exemple, si j'ai rien foutu toute l'année, j'arrive à l'examen, je dis comment ça se fait que les examens, les énoncés sont en russe. Non, c'est juste que t'es nul. D'accord? T'as même pris le truc à l'envers. Ouais. Donc, en fait, c'est ton niveau d'aujourd'hui, il te donne, il est facile à comprendre par rapport aux efforts qui ont été fournis avant. C'est comme les gens après 15 ans de mariage, je dis mais quand même, Raph, est-ce que vous trouvez normal que j'ai aucune communication avec ma femme? Je dis mais je sais pas ce que vous avez fait pendant 15 ans, moi. Mais en tout cas, c'est sûr que vous n'avez pas fait de la communication, parce que vous n'en avez pas. Et communiquer, c'est commun c'est comme un. Donc en fait, on a en comme un ce qu'on a mis en comme un. Maintenant, ce que tu as mis en comme deux, en comme trois, c'est ça qu'il n'y a rien qui s'inscrit sur l'écran, parce que tu n'as pas le bon port. Après, maintenant, chacun, il balance le port qu'il veut. Mais l'idée, c'est ça. Ouais. Ah, vous suivez l'actualité quand même, hein? Non, donc je vois que les enseignements du Rav Weinstein ont été suivis. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Restez calme. Ce qui est marqué ici, c'est qu'il y a le passé, et il y a le présent, et il y a le futur. Maintenant, comment je comprends mon présent? En regardant mon passé, puisque mon présent est le fruit de mon passé. Vous me suivez? Donc, puisque en regardant mon passé, je comprends mon présent, il suffit que je mette mon présent au passé pour connaître mon futur. Parce que le jour où mon futur sera présent, mon présent sera passé. Je vous demandais, mais vous voulez un gars moins compliqué. Mais c'est simple, c'est juste la formulation qui est compliquée, mais il faut juste rester concentré en un seul mot. Donc, quand je dis, quand je regarde le passé, je comprends mon présent. Ça s'appelle en français la projection. Ça s'appelle prendre du recul. C'est pour ça qu'à partir de 40 ans, on est obligé de faire comme ça. Parce qu'on n'accepte pas que nos enfants ont grandi. Donc on les regarde de loin. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Il y a deux manières de prendre du recul. Soit tu vas prendre du recul parce que par la force des choses, les choses sont passées. Et même quelqu'un qui a un doctorat de littérature, ouais, si tu lui colles le papier là, il ne sait pas lire. Donc pour lire, tu fais comme ça. Donc quand tu regardes ton passé, tu comprends ton présent. Comme toi-même, pour te connaître à toi, tu vas te projeter. Tu vas te regarder vivre, tu vas t'écouter parler. Et quand tu vas dire, mais attends, je dis vraiment n'importe quoi. Ouais, et ben là, tu vas dire, ah ben je comprends pourquoi personne ne comprend ce que je raconte. Ou alors si tu dis, tiens, comment ça se fait que personne ne me croit? Ben en t'écoutant parler, tu vas te rendre compte que tu n'arrêtes pas de mentir. Donc ça veut dire que le recul que tu prends sur toi, il te permet de comprendre ce qui t'arrive. Maintenant, encore une fois, on peut faire un recul horizontal par les choses qui se passent, ouais, mais on peut prendre un recul vertical. Comment on appelle le recul vertical? C'est la projection. C'est-à-dire qu'au présent réel, je me regarde vivre, je m'écoute parler, je m'écoute penser, et moi-même, je vais juger si ce que je dis tient la route ou non, et où ça me mène. Et c'est là que la géométrie intervient. Parce que un point, c'est un point. À partir de 2 points, on peut faire un segment de droite. Mais à partir de 4-5 points, on peut faire une courbe. Alors je ne comprends pas comment ça se fait que la moyenne des gens, ils savent tracer une courbe à partir d'un certain nombre de points, et les 3/4 des gens ne comprennent pas où leur vie les mène, alors que s'ils prennent 3 ou 4 événements, ils peuvent tracer la courbe et ça va leur donner la direction de leur vie. Donc en fait, la vie, c'est de la géométrie, quoi. Ouais. Mais les gens, ils ne veulent pas noter les points. Et ils ne veulent pas tracer la courbe. Pourquoi? Parce que ça leur prend la tête. Mais rappelez-vous, il y a 2 manières de se prendre la tête. Soit tu te prends la tête dans
la théorie, ouais, soit tu te prends la tête dans la réalité. En général, la prise de tête dans la réalité, elle vient après. Maintenant, la prise de tête d'avant s'appelle la réflexion. La prise de tête d'après s'appelle les remords. Maintenant, quelqu'un, il peut éviter d'avoir des remords. En français, on appelle ne jamais faire des choses que tu pourras regretter. Le seul problème, c'est que si de savoir si tu vas les regretter, c'est seulement parce que tu as anticipé ce qu'elles vont être. Maintenant, tout le monde reconnaît un pommier. Ouais. Mais toi, il faut que tu apprennes à reconnaître les graines de pommier. Tout le monde reconnaît un rosier. Mais toi, il faut que tu apprennes à reconnaître les graines de rosier. Ça veut dire que si toi, tu sais reconnaître dans le présent les graines de ton futur, il n'y a pas de surprise. Je sais que les philosophes ont dit que l'homme, c'est le seul animal qui s'étonne. Je pense que le gars qui a dit ça, il a pris de l'acétone. Mais nous, c'est le contraire. Ouais. C'est que c'est qu'en vérité, il n'y a pas de surprise dans la vie. La surprise, elle vient pour le gars qui dort, la personne qui entretient son coma, ou qui refuse de voir la réalité, ou qui refuse d'analyser les choses. Mais n'importe qui analyse un petit peu sa vie, il comprend ce qui se passe. La preuve, c'est que les gens disent, oui, on n'est pas toujours armé, on n'est pas toujours psychologue, on n'est pas toujours philosophe, on n'est pas toujours chacham. Alors moi, je pose la question la plus idiote du monde. Pourquoi quand quelqu'un il se fait attraper, ou quand quelqu'un on lui dit que c'est foutu, il trouve des solutions? C'est le même Brel qu'avant, en plus il s'appelle Jacques. Ouais. Alors comment ça se fait qu'avant il a rien vu venir, il s'est fait avoir, il a tout cassé, mais maintenant qu'on lui dit écoute c'est fini, je te quitte, c'est fini, tu quittes la boîte, c'est fini, je veux plus te parler, le gars il dit non, je vais changer ça, je vais changer ça. Mais je comprends pas, de vous à moi, vous êtes des jeunes, vous êtes intelligents, vous avez le cerveau vif, ouais. La même intelligence qu'il faut pour réparer, c'est la même qu'il faut pour éviter de casser. Le mec qui trouve les mots d'amour pour reconquérir sa femme, c'est ce qu'il aurait dû penser au moment où il allait avec sa maîtresse. C'est vrai. Moi, le gars, il m'appelle, il me dit Rabban Chetri, j'ai fait une très grosse bêtise. Je lui fais ah bon, t'as trompé ta femme. Il me dit comment vous savez? Il m'a dit mais un deuxième malheur plus grand. Ah bon? Bah c'est qu'elle est au courant. Ah bah oui. Et ça, c'est un phénomène. Ça aussi, encore une fois, vous pouvez y penser. Pour réfléchir à ça aux toilettes, ça peut aider d'ailleurs. C'est pourquoi les gens se rendent compte de la gravité de ce qu'ils ont fait quand ils se font attraper. Tant qu'ils ne se font pas attraper, tout va très bien. Dès qu'ils se font attraper, d'un seul coup, ils se rendent compte de la gravité de leurs actes. Ouais. Mais en vérité, la logique, c'est simple. C'est que si au moment de l'acte, quand elle est venue la tentation, tu avais réfléchi en disant qu'est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que ça va me rapporter, peut-être tu serais retenu. D'ailleurs, c'est très rare de faire... Par exemple, c'est comme si un garçon il rentre avec vous dans une voiture à 4h30 du matin, après une belle soirée bien arrosée en boîte, ouais, et qui vous dit, tiens, au fait, t'es très mignonne, et puis vous, en plus, vous avez une jupe très très courte, du style, tu vas attraper froid, chérie, d'accord? Et lui, il met la main pour vérifier que vous n'êtes pas une image en 3D sur la jambe, et c'est à ce moment-là que vous lui dites, attends, j'ai ma mère à l'arrière. Ben, ça casse l'ambiance. C'est vrai. C'est rare que le gars, maintenant, il avance un peu dans les... avec la maman derrière. C'est comme il y a certaines soirées, les goïms l'ont compris, ils renvoient le rave pour pouvoir faire les excès. Ça s'appelle le rave party. D'accord? Donc, et après, ils peuvent se lâcher. Mais tant que le rave il est là, ils peuvent pas. Ben, qu'est-ce que ça change le rave? Franchement, la vérité, ça change rien. Si ça change... Allô, restez calme. Ça change que le rave, en vérité, c'est la conscience. Ta mère, c'est quoi? C'est le côté adulte. C'est ça qui te dérange. Maintenant, la question, elle est de savoir, est-ce que dans la vie, tu es capable de te débrancher de ta mère? Ou de ton père? Ou de ta conscience? Ou de ton rave? Parce que ce qui va revenir au moment où tu vas regretter, ce qui va revenir au moment où tu vas te rendre compte, c'est quoi? C'est la conscience. Maintenant, les coupables, ils appellent ça la mauvaise conscience. Moi, ils m'appellent Rabban Chetri, j'ai mauvaise conscience. J'ai touché ma sœur, j'ai mauvaise conscience. Ah, moi, ils m'appellent jamais pour me demander la recette de l'omelette. C'est rare qu'un gars il t'appelle, il dit écoutez, Rav, j'ai oublié de mettre les œufs, qu'est-ce qui manque? Je dis Donc l'idée, c'est quoi? C'est
c'est pas grave d'avoir touché ta sœur. Ce qui est grave, c'est que c'est toi qui l'as fait. C'est que tu es vraiment un animal. En fait, tu dois être un chien, mais sans les poils. C'est un niveau d'épilation très très puissant. Ouais. Parce que comment tu as pu faire une chose pareille? Que la personne, en vérité, elle a réussi à détacher sa conscience, à détacher son intelligence. Maintenant, moi, j'ai pris un exemple extrême. Parce que si je donne des exemples un peu plus nuancés, vous allez dire oui, oui, oui. Mais celui-là, on est tous d'accord. J'espère. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, j'appelle la police tout de suite. D'accord? Mais ah bah oui, c'est une mitzvah de dénoncer. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que dans cette logique-là, où le plus important, et c'est ça qu'on vous demande, parce que vous allez beaucoup réfléchir, vous allez devenir très intelligent, vous allez faire des études, vous allez travailler vos midotes, étudier la Torah. Mais je vous dis une seule chose, le plus important, c'est d'être bon au moment de l'épreuve. Parce que tu sois intelligent avant ou que tu sois conscient après, à quoi ça me sert, puisqu'au moment de l'acte, tu n'étais pas là. Et c'est ça que les gens ils te disent. Tu écoutes Rabbi Chetrit, bon ok, tout ça, bon, dans la théorie ok, mais Béchat Marassé, au moment de l'acte, c'est pas évident. J'ai jamais compris cette phrase. Le gars, il est devant toi, d'accord? Il a une question, il te pose la question, tu réponds à la question, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Oui, oui, mais, regarde déjà, oui, mais, donc déjà le oui, il a disparu, mais, c'est apostrophe, pronom impersonnel, genre il n'y a personne qui est rentré dans l'histoire maintenant, ouais, c'est pas évident. Moi j'ai dit, mais Yabrel, si c'était évident, t'aurais pas posé la question. Si c'était évident, le problème ne serait même pas posé. Donc je vous dis le secret, c'est un secret de Ben Chetrit, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de royalties. Dans la vie, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. J'espère que je ne vais pas trop éveiller de contradictions. Vous allez dire, c'était pas la peine de venir des territoires, enfin d'Épinay pour dire un truc pareil. Ah, c'est pas évident de vivre dans la proximité de Gaza. Mais faut pas se voiler la face non plus. Mais maintenant, l'idée, c'est quoi? Je vous dis le secret, parce que ça a l'air d'une phrase débile, mais les phrases débiles, j'ai arrêté quand j'avais 8 ans. Quand tu dis ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Ça veut dire que c'est comme si toi, t'as le vertige. Et ton fils de 8 ans, il s'est mis au bord d'un ravin. Tu vas le laisser mourir? Non. Tu vas sublimer ton vertige. Tu sais pourquoi? Parce que pour toi, que tu vas sauver ton fils, c'est évident. Maintenant, si c'est évident que tu vas réussir l'examen, la preuve, c'est que tu as bossé. Si c'est évident que tu vas épouser cette femme, parce que tu vas te donner les moyens. Si c'est évident que tu vas acheter ce magasin, parce que tu vas te déchirer pour l'avoir. Donc, c'est évident. Donc, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Mais si toi-même, au départ de la démarche, au démarrage de l'impulsion, tu te casses les bras, tu te dis ah c'est difficile, la promotion est truc, il paraît que cette année ça va être dur, le programme il est énorme, il y a plein de leçons. On a quitté le CE2, baba. Ok, t'as eu ton bac à 29 ans, mais ça y est, il faut passer à autre chose. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu dis c'est pas évident, c'est toi qui as dit c'est pas évident. Tu dis ah mais c'est pas évident. Quand tu as dit c'est pas évident, c'est pas évident. C'est même de moins en moins évident. Et je vais te dire pire encore, plus tu dis que c'est pas évident, et moins c'est évident. Donc c'est toi qui décides si c'est évident. Vous savez, quelqu'un, j'ai un cousin, moi, pendant la guerre, une guerre en Israël, il était dans un camion blindé. Donc il y a des roues devant et des chenilles derrière. Ils étaient 9 dedans. Ils étaient entourés d'ennemis. Ils sont sortis un par un, chacun il a pris une balle. Lui, il est sorti, il savait qu'ils allaient découper les cadavres en morceaux, il les a pris un par un, en se faisant tirer dessus, il les a remis à l'intérieur. Et après, il a redémarré, il a réussi à sortir alors qu'ils étaient entourés de chars de tous les côtés, et il a roulé encore pendant 100 km, il est ramené à la base, il a ramené ses amis donc qui étaient morts, et après il s'est évanoui. Et quand il s'est évanoui, ils l'ont amené à l'infirmerie, et ils ont vu qu'il avait 7 balles dans son corps. C'est qu'il a pris 7 balles, ouais, mais il a ramené ses frères, un par un, il les a ramenés dans le truc. Pourquoi? Parce que c'est évident. Il ne va pas laisser ces sauvages les découper en morceaux.
C'est évident. Tu dis, ok, c'est évident, mais c'est la guerre. C'est évident, mais il a pris une balle, et une deuxième, et une troisième, c'est évident. Mais tirer un mort avec 4 balles dans le corps, c'est impossible. Oui, c'est vrai, t'as raison, t'as 100% raison. Mais lui, il a dit, c'est évident. Donc en vérité, le vrai problème dans la vie, c'est pas la difficulté des événements, la dureté de l'examen, les circonstances qui ne sont pas atténuantes, la jeunesse qui n'a pas été aidée, les parents qui n'ont pas encouragé. Non, la vraie question, c'est est-ce qu'à un moment, toi, tu vas dire c'est évident? Ou non, tu vas te mettre en situation de victime et tu vas dire c'est pas évident. Ah là, je m'attendais vraiment pas. Là, c'est pas évident. Alors, je vous donne un secret. Il y a la réalité, elle est lourde, d'accord? Après, il y a le corps, il est très lourd. C'est référencé sur ala.com, ouais. Après, il y a le psychique. Celui-là aussi, il peut être très très lourd. S'il y a manque de confiance en soi, manque d'investissement, manque de volonté. Et après, il y a la neshama. Maintenant, la neshama, elle est très légère. Maintenant, on dit Aratson me neshama. La volonté vient de la neshama. Ça veut dire l'essence de la volonté, l'énergie de la volonté, elle vient de l'âme. Et l'âme elle-même, sachez que l'âme ne meurt pas. Le corps, il meurt, parce que c'est de la viande. L'esprit, il meurt. Ouais. Mais l'âme, elle ne meurt pas. Maintenant, la question, elle est de savoir où est-ce que tu situes ta définition de la vie. Si tu mets ta définition de la vie dans le corps, bah tu dis, eh ben, je suis fatigué. Voilà. Si tu mets ta définition de ta vie dans le psychique, ça dépend si tu as le moral ou tu n'as pas le moral. Mais si tu mets ta définition de la vie dans la neshama, ouais, alors là-bas, c'est la racine de la volonté. Et là, sur ça, les chachamim, ils ont dit « En davar omed bifnei haratzon ». Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Maintenant, les chachamim, les sages, ouais, je ne sais pas dans quelle mesure vous les croyez, mais ils ont dit une chose incroyable. Ils ont dit « Ratzon à Adam ou Mauto ». La volonté de l'homme, c'est ça son essence. C'est que toi, tu dois décider. Si tu penses que tu es vraiment un corps, d'accord? C'est-à-dire ou une bimbo ou un morphal, ouais. Fais attention parce que tu vas passer ta vie à te maquiller. Et c'est dommage parce que déjà, tu devrais avoir de la peine pour les vers qui vont manger des produits toxiques finalement. D'accord? Si toute ta vie, elle est dans le bodybuilding et dans le manger, dans la nourriture, c'est pas un but en soi. Donc, si tu fonctionnes, si ta définition c'est ton corps, comme c'est la culture aujourd'hui, ouais, du Rav Schwarzenegger, parce que le gars, c'est pas grave qu'il ait un cerveau, mais ce qui compte, c'est qu'il ait les pectoraux, d'accord? Donc, fais attention, parce que c'est pas les pectoraux qui vont prendre la décision. Si tu penses que c'est entièrement ton psychique, tu vas être bien dans ta peau, tu vas être heureux, tu vas être équilibré, tu vas pas être névrosé, tu vas avoir des bons choix. Ça aussi, c'est fragile. Parce que vous savez, le cerveau, il se met au service de ce que tu lui donnes. Donc quand tu mets ton cerveau au service de ton corps, par exemple, tu deviens vicieux. Quand tu mets ton cerveau au service de ta méchanceté, tu deviens pervers narcissique. Ouais. Quand tu mets ton cerveau au service des mathématiques, tu peux devenir Albert Einstein. Donc en fait, le cerveau lui-même, il va faire ce qu'on lui demande. C'est un ordinateur. Si sur Google, tu dis « cherche un médicament », il trouve. Si tu dis « cherche-moi une vidéo porno », il va te trouver. C'est ça Google. Ouais. Maintenant, toi, il faut savoir, est-ce que tu es un Google? C'est ça Google, ouais. Ou non. C'est que toi, tu as une personne devant ce cerveau, devant ce corps, même devant ce psychique, qui dit « c'est ça que je veux ». Alors je vous raconte une histoire et après je vous laisse tranquille. Un jour, il y a un monsieur qui m'a téléphoné. C'était une belle journée de dimanche, il faisait beau. J'étais à table avec ma famille. C'est très rare le dimanche, parce que je suis à l'étranger ou en séminaire. Et là, j'étais avec ma famille, avec mes beaux-parents. Un repas de famille. Vous trouvez ça normal, mais moi, c'est exceptionnel. Et le téléphone, il sonne. Ma femme me dit, écoute, Ria, c'est un gars, il a un très gros problème de couple. Il appelle de la Guyane. Alors, la Guyane, pour ceux qui savent, c'est à peu près 1000 km après Khlal Khalé. Ça veut dire, quand tu arrives
À loin, ça s'appelle loin. Et après, il y a un panneau, il y a marqué Khalal Khalé. Et après, il y a la Guyane. Ça veut dire que c'est très loin. Et le gars, il commence à me raconter. Bon, moi, je prends le téléphone. Il me dit, Ahmed Chetrit, voilà, ma femme, maintenant, on est séparés. 17 ans de mariage, elle m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Moi, j'écoute, j'ai pas le temps de faire une vraie consultation. Donc, d'après les éléments, je vais me permettre de te faire un scanner. Donc, le gars, je l'ai scanné au niveau psychique. Il m'a dit, écoutez, c'est pas possible, ce qu'on a fait en 20 minutes, je l'ai fait en 3 ans avec mon psy. Je fais, c'est normal, moi, ma piscine est déjà payée. D'accord? Donc, alors après, je lui ai fait le scanner de sa femme. Le gars, il m'a dit, attendez, mais c'est incroyable, mais vous êtes un professionnel de la teuf. Un prophète? Je lui ai dit, non, pas du tout. Non, j'ai fait par résonance de ce que tu m'as dit, d'accord, avec la part de déformation de ce que je sens dans ta mauvaise foi, j'ai compris le profil de ta femme. Parce que quand tu déchires un billet en deux, t'as pas besoin de voir la deuxième moitié, puisque tu as déjà le profil de la déchirure de la moitié. D'accord? Après ça, j'ai dit, voilà ce que vous n'avez pas fait dans votre couple, et voilà ce que vous devriez faire. Le gars, écoute, au bout d'une heure et demie, écoutez, vous avez scanné ma femme, vous avez scanné moi, vous avez scanné notre couple, vous avez donné un programme. Écoutez, c'est incroyable. Et là, il me sort la phrase la plus horrible de ma vie que j'ai entendue. Il m'a dit, écoutez, Rav, merci beaucoup, mais je ne sais pas si j'en ai vraiment envie. J'ai dit, j'ai pas compris. Moi, j'étais bien à table, tranquille avec ma famille. Tu m'as appelé pour te servir, en fin de compte, de cuvette de toilette. Bah, c'est comme ça qu'ils appellent ça, les informaticiens, ça s'appelle un fichier, d'accord? Donc, je lui ai dit, mais tu m'as pris la tête pendant 1h30 avec tes khara, ouais, que j'ai écouté, que je t'ai aidé, que j'ai analysé, que je t'ai scanné, que je t'ai expliqué. Et après ça, tu me dis, je ne sais pas si j'ai envie. Je dis, mais si on parle d'envie, moi j'ai envie que tu meurs. Ma parole. Comme ça, tu vas laisser tranquille les autres là-bas. Il m'a dit, mais vous me souhaitez de mourir? Je fais chas shalom. Ça fait longtemps que t'es mort. Ouais, d'accord. Mais, restons calmes. Mais l'idée, c'est quoi? Tu n'as rien compris. Qui t'a dit que le couple, c'est une question d'envie? Alors, j'ai donné ce raisonnement et je vous le donne à vous. Essayez de le retenir. Il va vous faire gagner à peu près 10 ans de vie. Vous savez, il y a quelqu'un... Je lui ai posé la question. Pourtant, le gars, il avait une maîtrise ou je ne sais pas quoi de psychologie. J'ai dit, quelle différence entre je veux et j'ai envie? Moi, j'ai pas fait d'études. Hein. Moi, j'ai passé que le bac, donc je peux pas être impressionné par des gens qui en ont fait, puisque franchement, moi, je vois l'intelligence pure. Si on n'a pas, c'est pas parce que le mec il a un doctorat que peut-être Amrel est licencié de partout. Hein. Alors je lui dis, mais quelle différence entre je veux et j'ai envie? Et le gars, il me fait un truc. Il me dit, j'ai envie, j'ai envie. La vérité, 9 ans d'études, j'ai eu de la peine. J'ai dit vraiment, le gars. Il aurait pu devenir menuisier ou pâtissier. Alors il m'a dit, mais vous avez une définition? Je dis, j'ai une définition. Il me dit, allez-y. Alors je vous la donne, prenez-la. Elle vaut ce qu'elle vaut, comme dit le patron de Volvo. Mais vous avez le nefesh, le psychique, le moi, le je. D'accord? Et vous avez le corps. Et de l'autre côté, vous avez la neshama. Maintenant, la neshama, on a dit, elle produit la volonté. Le corps, lui, il produit l'envie. Ça va? Le corps, il a été créé. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc l'envie, par définition, c'est quelque chose de fini. Comme le corps. La neshama, elle n'a pas été créée, puisqu'elle est divine. Donc elle n'a pas de début. Donc elle n'a pas de fin. Donc la neshama, elle produit la volonté. Donc la volonté, elle est infinie, comme la neshama, alors que l'envie, elle est finie, comme le corps. Maintenant, le jeu, il est au milieu. Et le jeu, il a deux choix. Ou il va dire « je veux », ou il va dire « j'ai envie ». Maintenant, pour les gens qui ont compris que le langage est le support intellectuel qui formera la trame du flux existentiel dans une démarche psychologique d'existence, ouais, pour les gens qui ont compris ça, donc qui ont compris que les mots, c'est pas pour parler, c'est pas pour rôter, c'est pour être, en fin de compte, les lasers qui vont accompagner ta réalisation personnelle. Donc ceux-là, ils auront un langage précis. Donc quand je dis je, déjà je sais qui c'est parce que c'est moi. Maintenant, si je passe ma vie à dire c'était plus fort que moi, déjà le jeu il n'est pas là. Donc déjà il y a déjà un problème, c'est que va fabriquer un jeu. Ouais. Mais quand tu peux dire je, maintenant tu dois dire je veux ou tu dois dire je envie.
Ça va? Maintenant, l'envie, on a dit qu'elle est liée au corps. Le corps, c'est le court terme. Donc, si tu as un langage précis, normalement, tu dois dire j'ai envie d'une glace. J'ai envie de me baigner. D'accord? Mais tu peux pas dire j'ai envie d'être ingénieur, parce que ça prend 6 ans. Ton envie, elle va... Dès que tu arrives tu vois le programme, déjà ton envie, elle a disparu. Par contre, la volonté, c'est pour les projets à long terme. Donc tu dis, je veux devenir pédopsychiatre, parce que tu sais que tu démarres pour 10 ans. Ouais. Tu dis, je veux devenir chirurgien, je veux devenir Talmid Chacham, il y en a pour 15 ans. Donc les projets à long terme, c'est je veux. Les projets à court terme, c'est j'ai envie. Donc faites attention, vous les filles, quand le garçon il dit je veux t'épouser, c'est qu'il a un projet de coexistence à long terme qui va accompagner vos deux âmes jusqu'à la fin des temps. S'il dit j'ai envie de t'épouser, c'est qu'il a faim. Après, c'est vous comment vous vous sentez dans le rôle du shawarma. D'accord? Appétissante. Maintenant, vous avez compris maintenant. Maintenant, ça a beaucoup de conséquences. Parce que même quand tu veux t'associer à quelqu'un, si quelqu'un dit tiens, je veux m'associer avec toi, ça veut dire qu'il sait qu'il y aura de hauts et des bas. Mais s'il dit j'ai envie de m'associer avec toi, dès qu'il commence à avoir des problèmes d'URSSAF, il dit rends-moi l'argent. Tu dis attends, c'est pas une question d'envie, baba, là on est lancé. Maintenant, les enfants, ils disent j'ai envie, les adultes, ils disent je veux. Donc jusqu'à un certain âge, tu as le droit de dire oh, bah, j'ai envie, je n'ai pas envie, je n'ai plus envie. Ouais. Mais après, c'est fini, baba. Ou tu veux pas. Ouais. On écoutez bien la question. Et après, moi, j'ai fini mon intervention. Écoutez bien. Vous avez bien compris le je veux et vous avez bien compris le j'ai envie? Oui, non? Dites-moi oui, c'est pas grave. Si vous n'avez pas compris, je peux répéter. Vous avez compris ou non? C'est clair. Alors, quand je dis comprendre, c'est pas que les mots, ils sont articulés assez intelligemment pour que ça donne un sens dans votre tête. Ça, j'espère que bien vous n'êtes pas des dermal. Compris, ça veut dire que ça pénètre. Ouais? Alors, écoutez bien. Si vous avez bien compris je veux et j'ai envie, écoutez bien. Je dois. Je dois, c'est la continuité de je veux ou la continuité de j'ai envie? Réfléchissez bien. Vous voyez, c'est marrant parce que les filles, elles disent je veux et les garçons, ils disent j'ai envie. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça va vraiment vous aider si Dieu veut. Ouais. Les gens qui ont du mal avec leurs devoirs, avec les contraintes, avec les obligations, c'est parce qu'ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient envie. Mais quand tu fais ce que tu veux, étant donné qu'aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire ce qui passe par ta maîtrise, par ta volonté, par ta structure mentale, par tes principes religieux, par ton éducation, donc tu es un je veux, toi. Je dois, c'est facile. Pourquoi? Parce que ce que tu dois, c'est ce qui s'impose raisonnablement à ta pensée. Mais celui qui a vécu toute sa vie en fuyant le raisonnable, parce que ça le saoule, parce que ça le prend la tête, parce que lui, il veut profiter du présent, parce qu'il veut kiffer sa race. Et il fait que ce qu'il a envie. Alors un jour, tu dis, bah maintenant, tu dois. Le gars, il veut pas. Encore une fois, je sais, parce qu'on me dit, ouais, mais c'est un abus de langage. Des fois, on dit, je veux, des fois, on dit, j'ai envie, des fois. Non, moi, je vous conseille, encore une fois, je répète, si vous utilisez vraiment le langage comme une trame, ouais, pas parler pour parler, parler pour exister. Ouais. Alors vous allez voir que vos paroles, elles vont vous porter, vos paroles, elles vont vous engager, vos paroles, elles vont aller quelque part. C'est pour ça que dans les très hauts niveaux de business, il n'y a que la parole. Parce que de toute façon, tu peux payer un banquier, tu peux fabriquer une escroquerie extraordinaire. Donc qu'est-ce qui reste? La parole. Ou tu as une parole ou tu n'as pas de parole. Alors pourquoi la parole, c'est tellement important? Parce que la parole, elle est censée être le continuum de l'âme. Avant, les goïms, ils disaient « en mon âme et conscience ». Mais quelqu'un qui dit n'importe quoi, tu crois qu'il n'est pas n'importe quoi? Il est n'importe quoi, puisqu'il dit n'importe quoi. Maintenant, si tu n'es pas n'importe quoi, parce que tu n'es pas n'importe qui, d'accord? Donc quand tu vas dire quelque chose, cette parole-là, non seulement qu'elle est entendue par l'autre qui va te donner sa confiance, mais elle est aussi entendue par Dieu, puisque Dieu, il va tenir compte de ta parole pour tracer ta vie. Donc fais attention, parce que quand tu te mets en victime, tu dis au bon Dieu, envoie-moi une intervention de victime, une ashgaha de victime. Et quand tu te mets en battant, et tu dis je vais réussir, le bon Dieu il dit oh, toi tu es un acteur dans ta vie, tu n'es pas un spectateur. Si tu veux, on est partenaires. J'aime les acteurs. Donc le je dois, c'est la continuité du je veux. Maintenant sachez que pour les gens qui font ce qu'ils veulent, le devoir n'est pas un poids. Mais pour les gens qui font que ce qu'ils ont envie, le devoir ça va être la mort.
Maintenant, sachez que dans la vie, il n'y a pas que des droits, il y a aussi des devoirs. Maintenant, puisque la motivation, elle génère et elle conditionne le poids d'un objet, donc ce que tu es motivé à porter, c'est léger. Donc quand tu fais ce que tu veux et tu fais ce que tu dois, la vie, elle est facile. Mais quand tu fais ce que tu as envie, étant donné que tu as pratiquement envie de rien de ce qui te dérange, et qu'il y a beaucoup de choses qui dérangent, la vie, ça va être un enfer. Mais c'est pas un enfer parce que tu as une vie pourrie. C'est un enfer parce que tu fais ce que tu as envie. Mais si tu fais ce que tu veux, c'est que tu as assez éduqué ton mental et ta neshama et tes principes pour être un homme qui veut, et c'est ça ce qu'il veut Hachem. Il veut un homme qui veut. Quand tu es un homme qui veut, les Chachamim, ils appellent ça Baal Bechira. Ils appellent ça un homme libre. Et ça s'appelle Talmid Chacham, chez Igial et Parashat Drachim. Parce que c'est bien beau que tu maîtrises ton corps, ouais, parce que tu as fait 10 ans de Krav Maga. C'est bien beau que tu maîtrises ton psychique, parce que tu as fait 50 thérapies. Ok, c'est bien, tu as fait de l'auto-analyse, magnifique. Mais il faut aussi que tu maîtrises ta neshama, parce que, accessoirement, tu es juif. Et moi, c'est très très intéressant de voir des gens qui ont des très très hauts niveaux, même chez les goïms, et qui veulent connaître la lecture juive de la réalité. C'est bizarre. Ouais, pourtant, c'est des gens qui n'ont pas besoin du tout de la culture, parce qu'ils sont très très hauts. Ouais, mais ils veulent ça. Ben vous, c'est pareil. Vous avez la chance d'être juif, d'accord? Chacun selon son niveau. Donc, ne tenez jamais compte que des deux premiers éléments, c'est-à-dire votre corps et votre psychique. Donnez aussi la chance à votre neshama de vous faire participer à quelque chose de plus grand qu'un programme télévisé. Ça va? Bon, j'ai dépassé de 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions? N'ayez pas peur, c'est gratuit. En général, il ne faut pas applaudir, sauf à la fin des spectacles, mais bon, c'est pas grave. Alors, écoutez la question, sinon vous n'allez pas comprendre l'intérêt de la réponse. Ah, super. Qu'est-ce qu'on gagne en tirant? Alors. Ma question, c'était parce que j'ai beaucoup, enfin, je vois beaucoup et j'ai lu votre livre. Mais la question, c'est que c'est comment, au jour le jour, Ouais. mais sans pratique, de manière, donc, faire des exercices. Que si je veux pas dire que c'est très beau, vous parlez, parce que c'est un naturel, donc c'est vrai. Ouais. Mais comment mettre en pratique? Parce que je suis rentré dans le. Donc c'est pas vraiment par rapport à ce que j'ai dit. Non, je parle du vœu. Comment Ah, d'accord. Le vœu, comment le mettre en pratique? Alors, il y a une logique. C'est que c'est marqué « Et mort me'ad ve'aserbe ». Parle peu et agit beaucoup. Maintenant, ça c'est quoi la maladie de l'intellectuel? C'est l'hésitation. C'est que la seule manière de se soigner de la non-action, c'est de rentrer dans l'action. Maintenant, quand tu rentres dans l'action, n'importe quel niveau d'action, que tu choisis un acte et tu le fais, là tu as une base pour pouvoir analyser ce que tu as fait de bien et de moins bien et de l'améliorer. Et c'est un travail. C'est comme le gars, il commence déjà à couper la planche. Après, il dit maintenant, il peut la rendre plus droite. Après, il peut faire un trou dedans et mettre une mortaise. Ou alors, il peut mettre des vis. Mais il a démarré l'histoire. Ça veut dire que tout ce que je vous donne, ça ne peut être que la théorie. Parce que de toute façon, la pratique, c'est à vous de la faire. Maintenant, pour vous donner un exemple, j'ai fait un cours sur la colère. Bon, il est très bon, le cours. Ouais. Il y a des professeurs en recherche expérimentale en comportement qui me téléphonent pour me demander des conseils de protocole de thérapie sur des gens coléreux. D'accord? Il y a des gens qui font du coaching avec des patrons du 440 qui utilisent le cours de la colère pour leur apprendre à gérer des conflits entre les syndicats et le rachat de la future société. Donc le cours lui-même, il est bon. Maintenant, moi personnellement, le cours, je l'ai préparé pendant 30 heures. Ouais, mais moi, personnellement, le cours, je l'ai travaillé pendant 10 ans. Vous me suivez ou non? Parce que quand tu prends le cours tel quel, c'est très intéressant. Bon, il y a des blagues, mais si tu le découpes en séquences, par exemple, le cours sur la colère, il y a un problème d'inadaptation dans la colère. Il y a un problème de gestion du flux existentiel. Il y a un problème d'accepter la différence de l'autre. Il y a un problème de prendre le recul pour rentrer dans la réalité avec sérénité. D'accord? Tout ça, c'est quoi? C'est un travail. C'est-à-dire que, par exemple, pendant 10 jours, tu vas faire l'effort de maîtriser tes pulsions. Tu vas faire l'effort de réfléchir avant de te paniquer. D'accord? Après, pendant 10 jours, encore 10 jours, tu vas écouter l'autre et tu vas dire maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais argumenter son point de vue à lui. Donc, je vais arrêter de penser que la différence de l'autre, c'est une agression. Ça veut dire que les exercices, il faut les fabriquer, il faut les faire. Ouais.
Donc, encore une fois, on ne peut pas faire plus que la théorie. Mais prenez le cours. Moi, je l'ai fait. Faites l'expérience. Vous prenez un cours, vous le mettez par écrit, vous le découpez en séquences, et vous prenez une séquence par mois et vous travaillez dessus. Et vous allez voir qu'à la fin de l'année, vous pourrez être coach. Et dans 10 ans, vous pourrez être rave. Ouais. Et c'est ça l'idée. Ça veut dire qu'on peut pas... la théorie ne soigne pas. C'est l'action qui soigne. Donc, le plus tôt possible, il faut rentrer dans l'action. C'est comme si tu t'angoisses pour ton programme. Eh bien, tu prends le programme, le nombre de leçons, tu le divises par le nombre de semaines, et ensuite par le nombre de jours, et tu commences à travailler, c'est tout, il n'y a rien à faire. Après, quand tu vois que tu as réussi à faire 10 leçons, tu dis « Oh, je peux synthétiser ». Après, tu vois que tu arrives à 5 leçons, tu peux encore trouver un système de fiches. Et c'est ton action, le travail sur ton action qui fait améliorer ton action. Ça va? Ça répond à la question ou... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, ah bah, dans le bol. Alors oui? Ouais, mais parle plus fort parce qu'il faut que tout le monde entende. Par rapport à ce que vous avez dit au cours de la conférence, vous avez dit qu'il y a la question de j'ai envie et la question du vouloir. La question c'est comment éduquer le vouloir. D'accord. Vous avez entendu ou non? Il y a le je veux et le j'ai envie, d'accord? Alors il a demandé comment on fait pour éduquer le vouloir. Bon, moi j'avais très peu de temps, parce qu'il m'a donné 45 minutes, sinon j'aurais fait une thérapie de groupe, mais bon. En fait, à l'intérieur de soi-même, on a un partenaire extraordinaire qui s'appelle le Yetzer Hara. Vous avez entendu parler de lui? Il s'appelle le mauvais penchant. C'est pas très grave si on n'est pas religieux, parce que l'égoïsme, chez Freud, ça s'appelle la zone d'ombre, d'accord? Chez les psychologues, ça s'appelle la tendance au mensonge, le laisser-aller, la non-maîtrise de soi, l'absence de reconnaissance personnelle. C'est-à-dire que je sais qu'en moi, il y a un truc qui est plus fort que moi et qui n'est pas moi. Maintenant, il faut savoir que cette tendance-là, elle peut en même temps m'emmener à la négation totale, mais en même temps, elle m'aide à grandir. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué de savoir si les combats qu'on a gagnés, ils viennent des résultats qu'on a obtenus ou de la lutte qu'on a fournie. Maintenant, le Yetzer Hara, quand il te donne la mauvaise voie, en fait, il te donne la bonne voie, parce que tu sais contre quoi tu dois lutter. Maintenant, le problème, c'est que le Yetzer Hara vient à la naissance. Et le Yetzer Tov se révèle à la bar mitzvah. Ça veut dire qu'à la bar mitzvah, tu te retrouves avec un Yetzer Hara de 13 ans et un Yetzer Tov de 1 jour. Maintenant, le bébé, il vient de sortir du ventre de la mère, tu le laves, tu lui mets un pyjama, tu le mets par terre, tu dis, bats-toi avec le voyou. L'autre, il a le jean et de Santiago, le nunchaku, il dit, vas-y. Comment ils vont faire les deux? Maintenant, la Gemara dit que le Yetzer Hara, il est vieux et bête. Le Yetzer Tov, il est jeune et intelligent. Maintenant, toi, tu dois décider. Si tu vas travailler ton moi, c'est-à-dire que tu vas apprendre à te connaître, tu vas développer ta confiance en toi, tu vas développer ta joie. Donc, c'est ça, travailler son jeu. Maintenant, quand elle va venir la proposition extérieure, genre laisse-toi aller, t'as qu'à mentir, t'as qu'à faire de la flemme, t'as qu'à faire de la lourdeur, ouais, tu vas dire, mais moi, je peux pas, parce que je suis un mec de valeur. Maintenant, de lutter contre la négation, c'est ce qui fait que tu deviens meilleur. Exactement comme les pompes. Tu commences les pompes, tu veux frimer devant tes copains, t'en fais 3, tu dis je vais mourir. Après t'en fais 10, après t'en fais 20, après t'en fais 100. Mais comment t'as fait pour faire 100, t'arrivais pas à faire 3? En fait, qu'est-ce que t'as fait? T'as repoussé tes limites. Maintenant, qu'est-ce qui fait? Vous savez pourquoi la musculation, ça fait mal? Parce que quand on fait pas d'exercice, le corps, le muscle, il ramasse des toxines. Maintenant, quand je fais de la musculation, l'évacuation des toxines, elle crée la douleur, ce qu'on appelle vulgairement la courbature. Donc les gens malins, c'est les gens qui arrêtent jamais de faire du sport. Donc ils n'ont pas de courbature. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'inscrivent à une salle de sport, ils font une semaine. Ils ont mal partout, ils arrêtent. C'est pour ça que la salle de sport, elle prend un forfait. Parce qu'elle vend 1000 forfaits alors qu'il y a 100 places. Parce qu'ils savent que les 90%, ils vont arrêter. Ben, c'est exactement pareil. Comme il y a les toxines du corps, il y a aussi les toxines de l'esprit. Ça s'appelle la lourdeur. Ouais. Il y a aussi les toxines de la flemme. Il y a aussi les toxines de l'envie. Maintenant, quand toi, tu es en lutte pour éliminer les toxines, tu es en train de devenir bon. C'est pour ça que tu as lu mon livre ou non? Dommage. Non, c'est pas pour moi. Hein. Moi, ça ne change rien. Non, des gens, ils me disent, écoutez, je l'ai acheté. Je dis, c'est pas une mezouza. Bon, alors. Non, lisez-le avant de mourir, ça vaut vraiment la peine. Donc, un jour, quelqu'un, il a été voir le Rav Schwarzenegger. Il a dit, je voudrais devenir comme toi. Un gars intelligent. Ouais. Alors, il a dit, quel est ton secret?
Et l'autre, maintenant, c'est un gringalet de 44 kilos trempé. D'accord? Il a dit, je voudrais devenir Schwarzenegger. Le gars, il dit, écoute, tu veux aller, il faut que tu ailles dans l'Himalaya. Là-bas, il y a une montagne entièrement granit. Tu y vas avec un marteau, une pioche, et tu creuses. Et au bout de 100 mètres de profondeur, tu vas trouver un coffret. Et dans le coffret, il y a le secret pour devenir Schwarzenegger. Waouh! Bon, vous avez l'habitude, j'ai pas besoin de vous faire la mise en scène. D'accord? Le gars, il y va. Le pauvre, il marche pendant 6 mois. Il arrive là-bas. Il trouve la montagne en granit et il creuse 6 mois, il creuse, c'est dur avec une pioche et un marteau, c'est là pas un marteau piqueur ni de la dynamite. Et au bout de 6 mois, il trouve le coffret. Il ouvre le coffret. Et dans le coffret, il y a un petit papier, il y a marqué dessus, imbécile, regarde tes bras. Il est devenu Schwarzenegger. Vous me suivez ou non? Ça veut dire qu'en éduquant nos enfants, on devient des parents. C'est pas qu'on est parents quand les enfants y naissent. En construisant son couple, on devient de plus en plus marié. C'est pas parce qu'on est marié parce qu'on est sorti de la synagogue. Donc en travaillant la réalité, on devient intelligent. Parce qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc la bonnerie, avec une lettre d'écart dans l'alphabet. Moi, quand j'avais 16, 17, je priais tous les jours, Hachem, fasse que je ne sois pas un CON. J'ai beaucoup prié pour ça. Je priais de ne pas être un CON et de ne pas subir les CON. C'est la même chose. Parce qu'en général, quand tu les subis, c'est justement que tu en es un. D'ailleurs, on le dit, trop bon, trop long à réagir. Donc, si intelligent, ça veut dire adapté, donc CON, ça veut dire inadapté. Maintenant, que tu es inadapté, c'est quoi être inadapté? C'est qu'à chaque fois, tu arrives à côté. Par exemple, après l'examen, tu dis « Oh, j'aurais dû dire ça ». Après que le gars, il s'en va, tu dis « Oh, j'aurais dû le frapper ». Ouais. Après l'accident, tu aurais dit « J'aurais dû tourner ». Maintenant, où tu vas passer ta vie à dire « j'aurais dû », donc tu vas conjuguer un seul temps, ouais, ou tu vas dire « non, je vais le faire ». Et bien, quand tu le fais, ouais, c'est ça qui développe la volonté. Parce que ça s'appelle projet, moyen, résultat. Tu te fixes un projet, tu donnes les moyens, tu atteins un résultat. Le résultat, il te donne un niveau, qui te donne un autre projet, qui te donne un autre moyen, un autre résultat. Et c'est ça qui développe le jeu. Par contre, si toi, quand tu vois l'examen, tu cherches un système pour les antisèches, si quand tu vois un escalier, tu cherches l'escalator, ouais, si quand tu arrives en retard, tu cherches un mensonge, donc tu restes dans le j'ai envie, parce que tu n'affrontes jamais la réalité. Mais c'est la réalité qui te rend meilleur. Donc le je veux, c'est de la musculation de la vie. Donc quand tu fais de la muscule, moi j'ai fait 2 mois de muscule. Ça se voit pas, mais ouais. Mais là-bas, j'ai pas appris à avoir des muscles, parce que quand j'ai vu le niveau intellectuel des mecs, j'ai compris que... Mais j'ai appris que quand tu dis j'en fais 100, t'en fais 100. Mais tu vas mourir, parce qu'à 60 déjà, t'as envie de mourir. Mais tu dis j'en fais 100. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la volonté, tu fais pas des muscles. Parce que quand vous voyez le petit Tchétchène, là, aux Jeux Olympiques d'haltérophilie, qui pèse 54 kilos, il fait 1m42, vous l'avez vu celui-là? Il est trapu comme ça. Il a que des muscles et des os. Il est concentré. Et on l'appelle. Le gars, il se lève. On dirait un robot. Il se met devant le bac où il y a le tal, qui fait comme ça. Mais concentré, mais en un seul mot, lui. Ouais. Il monte sur le podium, là. Il y a la truc. Il y a l'haltère. Mais Rabotaille, moi, j'ai du respect. C'est 264 kilos. Le mec, qui va prendre 264 kilos, ils sont posés par terre, il va les mettre au-dessus de sa tête. Il les prend, il les met sur ses épaules jetées, et il le fait comme ça. Et il reste comme ça, il devient tout rouge. Tu sais pas où il va tenir, où il va faire caca, un des deux. D'accord, ouais. Et le mec, il le retend. Oh, champion du monde, extraordinaire. Maintenant, vous savez ce qui m'a impressionné, moi? C'est les 4 balaises qui viennent après pour remettre en place, alors qu'elle est par terre. J'ai dit, le gars, tout seul. Alors, vous croyez que c'est les muscles qui l'ont fait soulever? Quel mental il avait, le gars, pour accepter qu'il va mettre 260 kilos au-dessus de sa tête? Et si vous allez dire, ouais, mais c'est beaucoup d'entraînement. Mais moi, je connais quelqu'un qui avait un accident. Il a eu un accident de voiture avec son père. Et la voiture, elle a fait plusieurs tonneaux. Et s'est retrouvé sur le toit. Et lui, il a été éjecté par le pare-brise. Et le père, il était bloqué dans le coma au volant. Et la voiture, elle a commencé à prendre feu. Il a essayé d'ouvrir la porte pour sortir son père. Il n'a pas réussi, elle a été bloquée. Il fallait retourner la voiture. C'est ce qu'il a fait, il a retourné la voiture. Il a sorti son père. Ils sont arrivés des pompiers, ils ont dit, mais comment vous avez fait ça? Il a dit, j'allais pas voir mon père mourir dans le feu. Tu sais quel âge il avait? 14 ans.
Tu vois, il n'est pas haltérophile. Vous me suivez ou non? Il n'est pas haltérophile. Mais le gars, il a dit, je ne vais pas laisser mon père brûler. Ça veut dire, c'est évident. C'est ça que je veux. D'accord? Maintenant, des fois, tu as le temps de te préparer à ce genre d'épreuve. Des fois, tu n'as pas le temps. Des fois, tu as 10 ans pour devenir un bon docteur. Et toi, des fois, tu as 5 minutes pour sauver le gars de l'étouffement. Des fois, tu dois accoucher ta femme dans une voiture dans la montagne. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, mon amour, tu vas mourir. Ah, vraiment, j'ai jamais supporté le sang. C'est même pas la peine. Non, tu prends le téléphone et le médecin du SAMU t'explique ce qu'il faut faire et tu accouches ta femme. Vous me suivez ou non? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on a le temps de devenir bon. Et des fois, on n'a pas le temps. On est condamné à être bon tout de suite. Ça s'appelle un accélérateur de maturité. Maintenant, c'est entre les mains de chacun. Seulement que les études et la rue et la société, elle nous dit qu'on n'est pas capable. Mais si toi, tu te mets en situation de dire « je dois le faire » et que tu as travaillé le « je veux le faire » et qu'avant ça, tu as construit le « je », mais après la vie, c'est un long fleuve tranquille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. Alors, le premier lot. Alors, c'est marqué. Je lis, je lis. Peut-on faire la morale à ses parents s'ils se comportent mal envers un individu ou laisser quelqu'un d'autre le faire? Ou leur faire comprendre que c'est mal en disant juste que l'autre souffre? Bon, comme c'est anonyme, je vais demander à la personne de se lever. Non, je rigole. Donc, dans la halakha, dans les lois du kibbutz avaim, du respect des parents, il faut faire très très attention dans la manière de faire une réprimande. Parce que normalement, on ne peut pas faire une réprimande directe à ses parents. D'accord? Maintenant, évidemment, les exceptions, que si c'est un comportement qui est nocif, néfaste et destructeur, là, c'est autre chose parce qu'on doit sauver la vie de quelqu'un. D'accord? Mais s'il s'agit juste d'un mauvais comportement, donc on doit faire une allusion. D'accord? On doit faire passer un message. On doit raconter une histoire pour que la personne, elle comprenne de quoi on parle. Maintenant, si la personne ne peut pas comprendre, alors c'est vrai que c'est mieux de faire intervenir un tiers qui va faire prendre conscience. Mais il faut savoir une chose, qu'en français, comprendre, ça s'écrit avec un M. C'est comme prendre. Et prendre, c'est saisir. Et saisir, c'est faire corps avec la chose. Donc les gens, ils mettent du temps à comprendre. Parce qu'ils gardent les choses extérieures à eux. C'est une grave maladie qui s'appelle la culture. Maintenant, le temps que tu deviennes ce que tu as appris, ça s'appelle comprendre, ouais, ça prend du temps. Donc toi, tu peux les mettre en situation de comprendre, c'est-à-dire les mettre en situation de prise de conscience, et après, peut-être de prise de maturité, et après, de prise de décision, ouais. Mais encore une fois, il faut le faire avec délicatesse, parce que si tu veux faire une mitzvah, et qu'à cause de ça, tu fais une avéra, de vexer tes parents, ou de les mettre mal à l'aise, donc il faut faire les choses avec intelligence. J'en tire un autre, ou il y a une question dans la salle? Un autre? Donc il y en a une qui veut tomber sur sa question. Alors, comment savoir quand c'est notre mazal? Donc, si vous voulez, on va fixer une date de séminaire, parce que là... Allô. Je peux vous répondre en 5 minutes, mais ça sera très concentré. Vous êtes prêts? Vous êtes bien concentrés, là? Donc, je répète la question. Comment savoir quand c'est notre mazal et quand on est en train de se perdre? Déjà, la proposition, elle est bizarre. Pour ceux qui ont l'habitude d'analyser les sujets de disserte, parce que, c'est-à-dire que le contraire de trouver son mazal, c'est de se perdre. C'est bizarre. En train de se perdre, ça veut dire maintenant, je suis en train de devenir moi qui étais une fille de famille, je deviens une fille hala. D'accord? Alors, pour ce qui est de savoir si c'est notre mazal ou non. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça va vous faire gagner quelques dizaines de shidduchim. Dans l'absolu, ouais, de savoir si c'est la vraie personne ou pas la vraie personne, mina shamaïm. Alors, en soi, ça n'a pas tellement d'intérêt. Je vais vous expliquer pourquoi. Une fois, une femme, elle m'a téléphoné, elle va me dire, Ahmed Chetrid, voilà, je sais que vous sentez les choses. Je l'ai écouté pour l'instant, je sens que vous n'avez pas de déodorant. Non, c'est rien, c'était beaucoup plus grave. D'accord? Donc, je dis, mais je voudrais savoir, est-ce que mon mari, c'est mon mazal ou non? Elle m'a pris genre, maintenant, moi, je suis un devin ou...
Je dis, mais madame, vous êtes mariée combien? Il y a 3, 4 jours? Elle me dit, non, 22 ans. Je dis, mais est-ce que vous avez des enfants? Elle m'a dit, 9. Je dis, bah écoutez, vu que l'essai a été transformé 9 fois, puisque le ballon a atteint son but quelque part, ouais, donc... Non, on dit le ballon. Alors, je comprends pas votre question. Elle me dit, oui, parce que... Alors, les Chachamim, ils disent que quand un couple passe sous la choupa, c'est qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Il y en a qui disent, quand un enfant est né, c'est qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Maintenant, attention, je vais vous dire une chose très importante, mais il faut l'utiliser à bon escient. D'accord? C'est que, dans l'absolu, de savoir si tu rencontres quelqu'un en tant que finale ou en tant qu'étape, ça va dépendre du travail qui a été fait avant. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? Parce que, encore une fois, dans l'absolu, on a déterminé une personne pour une personne. Maintenant, si la personne A, qui est la moitié de la personne B, n'a pas fait le travail pour devenir entièrement la personne A, il faut qu'on trouve une personne B, ce qu'on appelle le plan B, ou le contrat B, ou en hébreu le shtar B, d'accord? Il faut qu'on trouve une personne B, c'est ça ce qu'elle dit la Gemara cachée, si vous gauche, c'est la dame qui est créative souf, ouais, qui correspondent au niveau de non-amélioration ou de détérioration de la personne pour que ça colle. Maintenant, c'est un phénomène très bizarre. Si vous allez à l'usine Jaffa, on vient de récolter les oranges, d'accord? Il y a 32 000 tonnes d'oranges, 32 000 tonnes d'oranges. Ça fait beaucoup d'oranges, puisqu'il y en a à peu près 4 par kilo. Et vous prenez toutes les oranges de toute la récolte Jaffa, et vous les coupez en deux, toutes, et vous les mélangez. Vous êtes d'accord avec moi que toutes les oranges sont oranges? Ouais. Et que toutes les oranges ont la même pigmentation au niveau de la peau. Et pourtant, quand vous prenez n'importe quelle deux moitiés d'orange et que vous les mettez, vous voyez que ce n'est pas la même orange. Alors comment tu crois que tu vas tomber sur ta moitié d'orange? Moitié de poire encore. Il y aurait quelque chose de complémentaire. Parce que ce qui se ressemble, ça semble. Ouais. Non. Mais là, l'idée, c'est quoi? C'est que là, dans l'absolu, c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est le relatif. C'est quoi le relatif? Ça veut dire que toi, tu es dans une bonne volonté. Ouais, et toi, tu pries Hachem. Parce qu'il y a certains choix, il faut prier Dieu. Après, tu vas faire de l'analyse. C'est-à-dire, tu vas chercher les 4 éléments, puisque le 5e élément, il y a déjà eu beaucoup qui ont été écrits dessus. Mais les 4 éléments, d'accord, qui ont été aussi dictés par Ben Chetrit à l'époque. Premièrement, tu cherches la crainte de Dieu chez la personne, même si tu n'es pas religieux. Parce que la crainte de Dieu, c'est la conscience au-dessus de la conscience. Et c'est pas ta conscience qui va te sauver de l'adultère. C'est la crainte de Dieu de fauter. Vous me suivez ou... D'accord? Ensuite, tu cherches l'équilibre mental. Il faut que la personne soit normale. Si elle est caractérielle, même si elle a des qualités morales extraordinaires, tu sais que tu vas souffrir. D'accord? Troisièmement, il faut qu'elle ait l'intelligence de vie. L'intelligence intellectuelle, c'est pas très grave. D'accord? Parce que le mec, moi je connais des polytechniciens qui sont des névrosés à mourir. Donc ça ne veut rien dire. Il faut l'intelligence de vie. L'intelligence de vie s'appelle Chochmat Chaim. Savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire. Et toujours être dans un esprit de construction et positif. Ça s'appelle Chochmat Chaim. Donc c'est la 3e. Et 4e, l'aspect extérieur. Je sais ce que vous allez me dire. On ne pourrait pas mettre le truc à l'envers. Si tu veux épouser un poster, oui. C'est pour ça que poster, si tu rajoutes le côté rieur, ça... Bon, mais... Je ne l'ai pas dit, d'accord. J'ai dit d'abord la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va donner la trame de ta vie. Même avant, les gens qui n'étaient pas très religieux, les Marocains et tout, ils allaient faire les fous, mais pour se marier, ils prenaient quelqu'un de sérieux. Une fille de famille, ouais. Ils savent, les gens qui ont des filles pour s'amuser, des fous pour se marier. Dommage pour les filles qu'elles ne savent pas, ouais. Deuxièmement, il faut l'intelligence. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que le problème de la beauté, c'est que c'est trompeur. Ça veut dire que si quelqu'un, il veut les critères, moi les gens ils me disent, mais Ramen Chetrit, est-ce que vous auriez une photo? Je dis, t'as vu ta gueule? Je veux dire... J'ai dit, mais tu vas pas épouser une photo, tu vas épouser une personne. Maintenant, un homme, vous savez qu'un homme, il met des années à comprendre qu'à l'intérieur de la pochette, il y a quelqu'un. Moi, je connais quelqu'un, quand il a fait le Shidour,
pendant pendant le premier rendez-vous, il n'a pas regardé la personne. Donc la personne, elle était là, il était comme ça. Pendant 2 heures, il a écouté. Qu'est-ce que vous faites, le séminaire, pourquoi les trucs, les copines, les frères et sœurs, l'école, toutes les questions de la vie. Alors elle l'a fait au bout de 2 heures, elle a été voir le gars qui a fait le shidour, elle a dit écoutez, moi je peux pas me marier avec un malade mental. Ok, le gars c'est un Bachour Yeshiva, mais il regarde même pas les filles et tout ça, mais ok, mais là il va se marier, il me regarde pas. Alors le gars il a dit au Bachour, pourquoi tu regardes pas? Il a dit le gars j'ai eu peur, il a dit parce que si elle est belle, je vais flasher, je vais arrêter de réfléchir. Et après je vais l'épouser. Maintenant le plus bel emballage cadeau, il fait pas la bonté de l'appareil. Donc il n'a pas regardé pendant 2 heures. Après la deuxième fois, quand il était rassuré intellectuellement que c'était une fille bien, eh ben il a continué le shidour. Après il a épousé. Et bon Hachem, ça fait plus de 30 ans que ça dure, je le sais parce que c'est moi. Ouais. Mais c'était un pari. Parce que les 3 quarts des gens, il y en a qui disent, ils arrivent au shidour de loin et ils disent oh non. Oh là 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 là. Ils n'ont même pas parlé. De loin, déjà, de loin. Regardez sur loralinou.com, c'est référent. Ouais. Mais la personne, c'est une personne. C'est une personne. Ouais. Premièrement, sachez que notre épouse, a un seul défaut majeur, c'est qu'elle nous ressemble. Donc quand tu te connais, et tu verras que les compromis que tu fais avec toi, tu dois être capable de les faire avec l'autre. Donc quand on a dit, savoir si c'est mon mazal ou non, ouais, je vous dis, tu dois beaucoup prier. D'accord? Après, tu vas rencontrer la personne. Quand tu rencontres la personne, tu l'analyses comme si c'était pas pour toi. Parce que la peur de se tromper, elle déforme. Vous savez que les chevaux voient 7 fois plus gros que les humains. Donc quand vous approchez la main, lui, il voit une raquette de tennis. Donc ça veut dire que si toi, tu viens avec ta peur, si toi, tu viens avec ta névrose de te tromper, de faire le mauvais choix, d'épouser le mauvais cheval, donc tu vas tellement stresser que tu vas rien voir. Parce que les défauts, tu vas les voir déformés, et les qualités, tu vas les voir tout petits dans la peur de te tromper. Donc je dis, les premiers rendez-vous, tu les fais comme si tu allais pour quelqu'un d'autre. Tu es chasseur de tête, tu vas analyser la personne pour voir si elle est vraiment bien. Et là, toutes les coutures, tu poses toutes les questions pour être déjà rassuré intellectuellement. Ça va? Après que tu es rassuré intellectuellement, tu as vu vraiment que c'est un garçon bien, et tu l'avais vraiment décidé, tu avais choisi de le présenter à ta cousine, eh ben tu vas faire la plus belle crasse de ta vie. Tu vas le prendre pour toi. Tu dis, hein, comme ça, je ne le laisse pas passer. D'accord? Et à ce moment-là, que tu es rassuré intellectuellement, à ce moment-là, tu vas ouvrir les sentiments. Vous me suivez ou non? Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils tombent amoureux, et après, ils apprennent à connaître la personne. Ils te disent, écoutez, j'ai découvert des choses qui font vraiment peur. Une femme, elle m'a dit, j'ai découvert le vrai visage de mon mari. Je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? Parce que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc si tu raisonnes avec ton cœur, ouais, automatiquement tu vas déformer. Soit tu vas tomber amoureux, donc tu verras pas les défauts. Tout le monde va te dire, mais attention, il ment, il triche, il vole, il fume des joints toute la journée, il drague ta sœur. Et toi tu diras, vous le connaissez pas parce que vous êtes jalouse. Donc comme tu es déjà amoureuse, ouais. Donc la chronologie, elle est importante. D'abord d'analyser, et ensuite de tomber après. Maintenant, attention, j'ai pas dit qu'il faut faire un mariage de raison. De toute façon, il a tout pour m'apporter le bonheur. Il est équilibré, il est sérieux, il est honnête, il est religieux. Non, il faut des sentiments. J'ai seulement dit la chronologie, d'accord? Maintenant, combien de sentiments? Combien? Parce que les gens, ils ont vu tellement de films, écouté tellement de chansons, ouais, qu'ils ont besoin de sentir qu'on leur met le feu, ouais. Il faut qu'ils aient l'envie d'avoir envie, mais c'est... Même si tu l'écris sur du papier jauni, ça ne va pas apparaître. Alors, je vous donne aussi un élément, bien que ce n'est pas le sujet, mais c'est vous qui m'avez poussé. Lui, il m'a dit 3/4 d'heure, mais là, tant pis pour vous. Dans toutes les chaudières du monde, il y a une veilleuse. Ouais. La petite veilleuse, c'est le sentiment qu'il faut avoir. Tu es content qu'il t'appelle, quand tu la vois, ça te fait plaisir, t'aimes son sourire, mais t'es pas fou amoureux. Les fous amoureux en 2 regards, c'est dans les films américains. Des films qui ont été écrits par des scénaristes eux-mêmes tellement frustrés de jamais avoir trouvé l'amour qu'ils l'ont écrit. Dans la Torah, l'amour, c'est le fruit de la construction. Mais il y a une petite veilleuse. Et après, comme dans la chaudière, tu rajoutes du gaz.
tu envoies du recette, tu envoies de la bonté, tu envoies du respect, tu envoies de la vie commune, tu envoies des accouchements, tu envoies des investissements, et ça te fait une relation d'amour incroyable. Vous me suivez ou non? Mais ça, c'est un amour qui est basé sur la construction du couple. Pas le contraire, que genre on s'adore, et puis la routine, elle est là, et les sentiments ne sont plus là, et maintenant je le vois avec un nouveau regard. Non, nous c'est le contraire. Ça va en montant. Mahaline Bakodesh. Pas le contraire. Parce que le consommateur, je vous rappelle que la meilleure pomme du monde, la meilleure barre de chocolat du monde, quand tu l'as mangée, c'est très rare que tu gardes l'emballage par sentimentalité. Donc l'emballage est important, mais vous n'épousez pas un emballage. Vous épousez une personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la Nida. Parce que pendant 15 jours, ta femme n'a plus de corps. Alors on va voir si tu vas continuer à l'aimer autant, ou tu vas être comme un consommateur frustré qui va faire la gueule parce qu'il ne peut plus manger le plat parce qu'il est interdit à l'accès. Donc quand on l'a dit, si toi c'est ton mazal ou non, alors vous voyez, vous faites ces étapes-là. Numéro 1, analyse intellectuelle. Numéro 2, analyse émotionnelle. Comment on ressent, comment on se sent bien. Vous vous promenez ensemble, vous êtes fiers d'être à côté de lui. Sa conversation vous intéresse. Par exemple, vous dites des bêtises. Vous voyez, si l'autre ne réagit pas, c'est qu'elle s'en fout de ce que tu racontes, d'accord? Vous l'emmenez devant une bijouterie, vous regardez un petit truc à 100 euros, à 50, disons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont référencés sur barre de fer. Et vous lui dites, oh, il est joli. Si vous, le lendemain, il vous le ramène, c'est bien. S'il vous dit, viens, on va le regarder une deuxième fois. Donc, vous pouvez faire des tests comme ça. Maintenant, quand vous avez fait encore une fois l'analyse intellectuelle, l'analyse émotionnelle, oui, c'est une méthode que je vous donne. Vous demandez 3 jours de break. Vous allumez des veilleuses, vous allez prier au cotel, vous vous trempez dans la mer morte, vous faites ce que vous pouvez. Vous dites à Hachem, si c'est pas lui, fais-moi un signe. D'accord? Il prend une crise de colère, que tu découvres que son frère, il est dealer à Maïmo. Un truc. Ouais. Mais s'il se passe rien, d'accord? Donc t'es rassuré intellectuellement, t'es rassuré émotionnellement, et le bon Dieu te dit rien de mal, parce que t'as bien prié, eh bien qu'est-ce que tu veux, marie-toi? Et si vous allez dire, c'est pas évident, j'ai déjà répondu. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être un peu fou. C'est pour ça que les gens, plus ils tardent à se marier, plus ils tardent à se marier. Parce que genre, ils deviennent intelligents. Mais n'oubliez jamais que dans le parachutisme, que tu aies sauté une fois ou que tu aies sauté 5000 fois, il y a toujours un gars à la porte de l'avion qui dit go. Parce que qui c'est qui a envie de sauter? Tu dis, si le parachute il s'ouvre pas. Donc les gens qui sont pas fous, ils vont pas se marier. Ils préfèrent adopter un chien. Au moins, eux, ils l'écoutent. Ah oui, une autre question alors? Comment faire quand au bout de 2 mois, je me lasse? Mais je me lasse de quoi? Hein? Alors, si la personne, elle peut compléter, parce que comme c'est la même écriture, donc ça doit être la continuité. On sent que les idées, elles viennent doucement. Alors normalement, avec la première réponse, on a répondu à la deuxième question, que comme c'est censé monter en crescendo et qu'on est dans une logique de construction et d'investissement et non pas dans une logique de consommation, donc il n'y a pas je me lasse dans la construction, mais il y a je me lasse dans la consommation. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Parce que combien d'années on peut manger la même pizza? Combien d'années? Donc il faut très vite accepter qu'on épouse une personne et non pas une pizza. Et une pizza n'évolue pas, mais une personne évolue. Mais il avait posé une question juste avant. Oui, j'ai dit pour la chômeur et les liens pour le couple, comment ça va se passer? C'est-à-dire En tant que... tu commences à, avant le mariage? Avant le mariage, c'est-à-dire Ouais. Comment tu dois savoir si c'est vraiment la vraie personne? Chômeur des gars. C'est quoi la question? Par rapport au couple. Si la personne, si on est chômeur des gars,
Bon, il a posé une bonne question. Il a dit, si on est Shomer Negia, Si la personne n'est pas à l'âge. ça veut dire un peu plus que Shomer Negia, tu veux dire que Shomer Brit. Oui, ça, D'accord. Donc ça veut dire que si on ne peut pas essayer la voiture, comment savoir si elle va nous plaire? Allô, restez calme. Sachez, pour parler ouvertement, que la compatibilité sexuelle est très importante. D'ailleurs, nous, quand on prépare les mariés, on leur dit qu'on fait un dans la tête, ensuite on fait un dans le cœur, et ensuite on fait un dans le corps. C'est-à-dire qu'en vérité, l'épanouissement intime est la preuve et surtout la finalisation de l'intimité intellectuelle et de l'intimité émotionnelle. Parce que quelqu'un avec qui tu communiques, on se comprend. Comme on se comprend, ça provoque un bouleversement à l'intérieur qu'on appelle en français les sentiments. Donc on se ressent, ouais. Et quand on se ressent, on a besoin de finaliser physiquement. Alors chez les gens pas trop proches, on leur serre la main, on les prend dans les bras, et les gens qu'on a épousés, on a une intimité avec eux. Maintenant, étant donné que l'escalier de un dans la tête, un dans le cœur, un dans le corps, il va en évoluant, parce que plus on communique, plus on fait un, plus on fait un, plus on se ressent, plus l'intimité évolue. Donc c'est essentiel dans la Torah d'avoir une intimité épanouie, d'accord? La frustration, tout ça, si c'est pas grave, je ressens rien, il se passe rien. De toute façon, on est là pour produire. La productivité, c'est Macron, d'accord? On est là pour être heureux. C'est très très important. Je sais que vous n'êtes pas concernés parce que vous êtes tous des tzadikim, mais malheureusement, ouais, ou heureusement, c'est pas une chose qu'on peut vérifier avant. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que sachez, moi, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de personnes, les gens qui font les expériences avant, ils attrapent une très très grave maladie qui s'appelle que l'autre devient un objet. Par exemple, il y a des gens, ils viennent 2 mois avant le mariage, écoutez, je la supporte plus, elle est trop nerveuse, elle est embêtante, elle est laxative. C'est-à-dire qu'elle provoque une rapidité de transit incroyable, d'accord? Je dis, vous avez couché ensemble? Elle me dit, oui, Raph, comment vous le savez? Mais on n'est pas religieux, comme si c'était une mitzvah. Ouais. Je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune hmar au carré. Quand tu respectes la personne, quand tu ne touches pas la personne, donc tu la regardes comme une personne. Mais quand tu touches la personne, les goïms, ils ont un mot pour ça, très beau. Ils disent, tu deviens l'objet du désir. Mais déjà, en devenant l'objet du désir, tu perds ton caractère de personne. Boal Sarah. Maintenant, si toi, tu veux rester une personne et pas devenir un objet, ouais. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est pas grave parce que moi, je deviens l'objet de son désir, mais lui devient l'objet de mon désir. C'est beau, c'est beau. T'as dû avoir 8 en philo, toi. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quelle différence si moi, je te donne 100 euros et toi, tu me donnes 100 euros? Combien on a chacun? 100 euros. Si moi, je te prends 100 euros et toi, tu me prends 100 euros, on a combien chacun? C'est pareil ou non? Donc, prendre et donner, c'est pareil? Non. Parce que quand tu donnes, ça veut dire que tu exprimes que l'autre est une personne. Parce que tu donnes à une personne. Mais quand tu prends, ça veut dire que tu exprimes que l'autre est un objet. Là, je prends le bol, et je le mets là. Tu vois, le bol, il peut rien dire. Manque de bol. D'accord? Il peut rien dire. C'est un bol. Donc, quand je prends de l'autre, ouais, ça veut dire que je considère l'autre comme un objet. Or, sachez qu'un objet, c'est un début, ça a une fin. Donc, prendre, c'est le début de la déconsidération. Donner, ouais, c'est construire. Olam chesed ibané, le monde est construit par la bonté. Maintenant, tu t'es donné pour ta société, tu t'es donné pour ton association, tu t'es donné pour ton couple, tu t'es donné pour tes enfants, tu t'es donné pour la Torah. Là où tu as donné, tu vas faire un, tu vas aimer. Là où tu as pris, tu vas te lasser. Donc en vérité, la question, c'est de savoir, est-ce que tu es un investisseur ou est-ce que tu es un consommateur? Maintenant, sous le prétexte de genre, il vaut mieux vérifier avant, parce que si après, intimement, ça marche pas, ouais, ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que le secret de l'intimité, il est justement dans l'unité. C'est pour ça qu'en haut et en bas, c'est lié. Quand la femme, elle est mal ici, elle est mal ici. Et ce n'est pas les rodéos qui vont améliorer les choses. D'accord?
Et quand le gars, il est mal ici, il est mal ici. Pourquoi? Parce que c'est marqué Shomea tefilat kol pe. Hachem, il entend la prière de toute bouche. Et P, c'est la bouche. Mais P, ça s'écrit P-E. Et P-E, en valeur numérique, c'est 85. Et 85, c'est la même valeur numérique que Mila. Et la Mila, c'est là. D'ailleurs, on l'a mis là. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, cette bouche-là, elle produit quoi? La semence. Cette bouche-là, elle exprime la parole. Maintenant, la parole, c'est l'expression de la pensée. D'accord? Et le Ramban, si un jour vous avez l'occasion, on pourra en parler plus profondément, il dit que l'essence de la semence, c'est de la pensée. L'essence de la semence, c'est de la pensée. C'est-à-dire qu'en fait, la semence, c'est un concentré de pensée. Penser, ça veut dire, c'est pas la réflexion, c'est pas la philosophie. La pensée, c'est-à-dire, c'est ton essence qui est inscrite à l'intérieur. C'est pour ça qu'en faisant l'analyse de la semence, on sait exactement qui tu es. Ça s'appelle l'ADN. D'accord? Et avec un Yud devant, ça fait Adonai. Ouais. Donc maintenant, quand quelqu'un il va comprendre que sa semence est son essence, c'est pour ça que le gaspillage de semences s'appelle Zera les Vatala. Et le gaspillage de paroles s'appelle Dvarim Betelim. Maintenant, on dit celui qui gaspille ses paroles, il va gaspiller sa semence. Maintenant, cet endroit-là, il doit toujours être ouvert. Parce que si on le bouche, le gars, il meurt en 2 minutes. Cet endroit-là, il doit toujours être couvert. À l'intérieur de la femme, à l'intérieur des draps, à l'intérieur de la couverture, à l'intérieur de la chambre, et personne n'est au courant. Donc celui-là, il est caché. Celui-là, il est ouvert. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un parallèle entre le haut et le bas. Maintenant, toi, tu veux que ça se passe bien là, il faut que ça se passe bien là. Maintenant, si ça se passe mal, parce que ça a mal été fait, il n'y a pas eu d'apprentissage, il n'y a pas eu de douceur, il n'y a pas eu d'amour, il n'y a pas eu de garantie. Maintenant, quand la bonne femme, la pauvre, elle va se donner physiquement avant le mariage, sur la promesse expresse que tu seras le père de ses enfants, et qu'après tu lui dis finalement, tu n'as pas assez de poitrine, elle a juste envie de mourir. Parce que d'un seul coup, elle est devenue un produit qui n'est pas adapté à l'exigence de prestation. L'oraleno. Ouais. Mais si la personne, elle a épousé une personne, est-ce que quelqu'un a déjà demandé à sa mère d'être sensuelle? Oui, non? Alors si tu veux pas que ta mère, elle soit sensuelle, pourquoi tu veux que la mère de tes enfants, il soit sensuelle? Maintenant, elle doit te plaire. La Gemara, elle dit, la femme, elle sauve l'homme de la faute. Ouais. Donc la femme, elle doit te plaire. Mais c'est quoi te plaire? Te plaire, ça veut dire que tout le monde se retourne dans la rue. Ça, c'est un gyrophare, ça n'a rien à voir. Ouais. On dit non, Isha, Yafa le Baala, elle est belle aux yeux de son mari. Elle te plaît à toi. Maintenant, il y en a qui préfèrent des mecs, il y en a qui préfèrent des un peu plus fortes, il y en a qui préfèrent des grandes, des petites, il y en a qui préfèrent des poilus, il y en a que ça les dégoûte. Les goûts et les couleurs. Ouais. Mais si toi, tu veux atteindre ce qu'on appelle les canons de la beauté, et c'est pour ça que tu as épousé une bombe, ne t'étonne pas qu'elle t'explose dans la figure. Donc le Shomer Negia, moi je vous dis, écoutez bien ce que je vous dis, et pas en tant que rabbin. Parce que même les goïms aujourd'hui, ils proposent le Shomer Negia, les goïms. Ils appellent ça la magie du toucher. Ça veut dire que quand la personne, malheureusement, elle touche, c'est fini, elle change de regard. Elle devient consommateur. Et consommateur, Raoul Don Colo, cousin de Marco Polo, ça s'appelle encore du court terme. Et le court terme n'a pas de longévité. Par contre, le contraire, quand tu vas te séparer de la matière, et que tu vas épouser une personne, et tu vas investir dans une personne, et tu vas apprécier une personne, et tu vas construire avec une personne, évidemment qu'au niveau intime, on a dit qu'il doit y avoir un épanouissement, d'accord? Mais ce qui se passe avant ne prouve rien après. La preuve, pour vous donner juste une anecdote, un jour, avec ma femme, on devait former un couple, et le gars, il avait tout fait, la femme, elle avait tout fait. C'est-à-dire, les deux, ils étouffaient, d'accord? Et ma femme, elle me dit, je ne sais pas comment je vais lui expliquer qu'elle doit se séparer de son mari 15 jours par mois, alors que c'est genre, genre elle écoutait France Info toute la journée, d'accord? Et c'est une radio. Une radio palestinienne, d'ailleurs, ouais. Alors, chut, restez calme. Eh bien, imaginez-vous qu'à la surprise du général, c'est-à-dire de ma femme, ouais, quand on lui a dit que son mari ne pouvait pas la toucher pendant 15 jours par mois, elle a fait comme ça, elle a fait... Alors, je vous dis pourquoi. Parce que vous savez, dans la vie, il y a une période où l'amour n'existe pas. Ça s'appelle l'enfance. Après, il y a un moment où l'amour existe, mais platonique. Harry Potter, le prince charmant, Blanche-Neige. Et après, il y a un moment où l'amour devient physique.
On espère après la choupa. Maintenant, les gens qui mettent l'amour physique à l'âge de l'amour platonique, ouais, quand ils arrivent à l'amour physique, ils sont dégoûtés. Parce que c'est des étapes. C'est comme si tu as très faim, et tu dis à ta mère, maman, qu'est-ce qu'il y a à manger? Et tu dis, mon amour, il y a une tarte. Et la tarte, elle est là, mais elle n'est pas cuite. Tu dis, j'ai faim, tu ne peux pas la manger. Elle est pas cuite. Ok. Alors, vas-y, maman, fais-la cuire. Et tu la mets, la tarte à cuire. Et elle met 40 minutes à cuire. Et toi, tu crèves. Parce que déjà, à 1 minute, tu as faim. Et tu as encore 39 minutes. Après, au bout de 39 minutes, tu dis, maman, donne-moi la tarte, j'ai faim. Dis, mon amour, tu peux pas la manger, elle est brûlante. Il faut attendre au moins 20 minutes. Je vais mourir. J'ai faim. À Botaï, la tarte, elle est brûlante. Prends la patience. Ouais, de bien apprécier la période de la rencontre. Et prends la patience de bien apprécier la période des fiançailles. Et prends la patience de bien apprécier la période où même ta femme, elle est interdite. Parce que c'est dans ces moments-là où tu n'es plus en contact avec le physique que tu vas rencontrer la personne. Mais si tu commences tout de suite par le physique, ouais, bah tu sais jamais si la personne, elle t'aime ou si elle est en train de te dévorer. La preuve, c'est qu'elle fait la gueule quand t'es nida. Alors les goïms, ils ont un mot pour ça. Ils disent, le problème, c'est que les femmes sont faites pour être mariées et les hommes pour être célibataires. Il y a 2 périodes. Il y a une période des fiançailles, une période du mariage. Maintenant, je parle des gens sérieux. Je ne parle pas des gens qui ont déjà eu 2 avortements pendant la période des fiançailles. Ouais. Pendant la période des fiançailles, le gars, il est gentil, doux, sympathique. Il rôde pas à table. Phénomène bizarre. Alors que, je veux dire, la gestion gazeuse des événements, elle devrait provoquer. Il dit pas 2 mots de travers. Il t'ouvre la portière pour te faire sortir. Il t'envoie un texto pour te dire qu'il arrive. Il t'envoie 2 messages par jour pour te dire qu'il t'aime. Tu sais combien il va falloir allumer de veilleuse pour que ça continue après le mariage? Donc en fait, le fiançailles, c'est la période magnifique pour la fiancée. Mais c'est rare que les fiançailles durent longtemps. Après, on se marie. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que l'homme est pressé de se marier, puisqu'il veut vérifier la réalité de la marchandise. Ouais. Et la femme, elle veut rester fiancée parce qu'elle veut ce respect, cette finesse, cette douceur, mon amour, mon cœur, ma vie, avec... Alors qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Elle a dit, c'est très simple. Tous les mois, pendant 15 jours, la femme, elle est fiancée pendant la période interdite physiquement et elle est mariée pendant la période permise. Donc le mari, il a ce qu'il a besoin, parce que ça va venir après le mikvé. Mais la femme, elle n'est pas frustrée de se dire, attends, le mec qui fait la gueule pendant 15 jours, après il me dit, bon écoute, ce soir, tu vas faire ton devoir. L'oralenu. Non, moi j'en ai qui m'appellent, il me dit, Rabben Chetrit, écoutez, ma femme ne veut pas le mikvé. Je dis, mais allô madame, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, quelqu'un qui vous insulte, qui vous mourit, qui vous maudit, qui vous frappe, qui vous pourrit, qui vous esquinte, qui vous étouffe, vous n'avez pas envie qu'il vous touche. Maintenant, moi je parle comme ça avec vous, mais je vous parle comme à mes enfants. Ne soyez pas des cons. Il y en a déjà des millions. Maintenant, si vous ne voulez pas être des CON, il faut anticiper et vous donner les moyens. Donc quand la Torah elle a donné des règles, étant donné qu'Hachem il a créé la Torah 974 générations avant de créer le monde, donc les règles qu'il a données dedans, elles sont adaptées au monde. Maintenant, si vous voulez réinventer les règles, comme les goïms, tous les 10 ans, ils trouvent une nouvelle approche. Mais ça marche pas. Tu vois que ça marche pas. Ouais. Nous, ça fait 3500 ans qu'on fabrique des tzadikim. Eux, tous les 10 ans, ils remettent tout à plat. Le capitalisme, le communisme, le stoïcisme, le bouddhisme, le nudisme. Ça change tout le temps. Alors moi, je vous conseille, maintenant ça n'engage que moi, au pire j'ai raison, étant donné qu'on a des règles qui fonctionnent très bien, ouais, seulement c'est vrai qu'il faut les connaître. Et si vous les trouvez un peu barbantes, alors je vous dis en français, le mot taram, en hébreu, il veut dire le sens, et le mot taram, il veut dire le goût. Donc si tu veux que les choses, elles aient un goût, il faut que tu leur donnes un sens. Maintenant, il y a des gmarot, il y a des shivot, il y a des rabbanim, il y a des gens très intelligents avec une barbe. Il y en a beaucoup, ouais. Bien que ça pousse tout seul, comme les mauvaises herbes, mais il y a quand même des gens intelligents. Donc prenez le temps de donner un sens à votre Torah, et vous verrez que votre vie prend un sens.
Par contre, si vous appelez en disant, écoutez, ma vie n'a plus de sens, ma femme, je peux plus la voir, mes enfants, c'est du n'importe quoi, mes parents, ils me détruisent, mes beaux-parents, ils me pourrissent. Je dis, mais pourquoi tu vis dans un ouragan de lourdeur? J'étais à Milan hier. C'est une ville où on essaye de ne pas rester trop longtemps. Ouais. Et j'ai dit cette phrase. J'ai dit, le mec, il a 35 ans, il a 35 millions d'euros de dettes. Heureusement qu'il habite au 9e étage. Tu dis, mais comment tu as fait pour cumuler des dettes? Alors, je t'explique pourquoi. Parce que les dettes du célibat, c'est toutes les midotes que tu dois travailler en tant que célibataire. Après, les dettes du mariage, c'est toutes les midotes que tu dois travailler dans ton shalom bayit avec ta femme et ton mari. Et après, les dettes de l'éducation, c'est tout le travail que tu dois faire avec tes enfants. Mais quand tu n'as pas fait le travail des midotes en tant que célibataire parce que tu as dit mes parents sont des nuls, quand tu n'as pas fait le travail avec ta femme parce que tu as dit tout est à cause d'elle, et quand tu n'as pas fait le travail avec tes enfants parce que tu as dit moi c'est pas mon problème, moi je suis là pour faire du fric, je suis pas là pour les éduquer, ouais, et ben tu te retrouves à 35 ans avec 35 millions d'euros de dettes. Et donc tu deviens cinglé. Maintenant, puisque le bon Dieu a étalé la dette, alors paye ta dette, évolue au fur et à mesure. Vous avez compris la logique? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah ouais, je ne vais pas vous bouffer la soirée non plus. D'accord. Alors, merci beaucoup, Kol HaKavod. Ah oui, ouais. Alors, pour ceux qui n'en ont pas marre d'écouter, je vous ai amené des CD. Ils sont gratuits parce qu'on a vu que le gratuit part beaucoup mieux que le payant. Il y a 20 cours à l'intérieur, c'est du MP3. En plus, c'est des inédits, ce qu'on appelle des idan. D'accord? Vous les distribuez, vous les prenez. Il y en a encore ici, vous pouvez en prendre pour vos copains, vos cousins, vos beaux-frères. Alors, à part ça, j'ai amené quelques livres. C'est vrai que c'est 20 €. Je ne sais pas dans quelle mesure. On est quand même dans les milieux défavorisés ici. Donc, c'est 20 € pour ceux qui veulent les acheter, mais c'est un vrai programme de travail. Chazak ou Baruch.